papillon qui mêle le bleu et le rose quand même, hein. On peut dire qu'on n'y est pour rien, hein. C'est pas nous qui avons demandé à Larousse de mêler ces couleurs-là, mais en tout cas pour nous, elle nous parle beaucoup. Et ce livre dont tu vas nous parler, moi je le trouve vraiment différent de tout ce que tu as fait jusqu'à présent, différent par la forme, différent par le fond, avec à la fois beaucoup plus de dénouement dans les mots, comme me dit Marie de Henzel qui le préface, elle l'a lu d'une traite et moi aussi parce qu'on le commence et on n'a pas envie de le poser. Euh, on n'a pas besoin de réfléchir pour comprendre ce que tu nous dis. C'est à la fois beaucoup plus simple et en même temps, cette simplicité, elle atteint une profondeur peut-être encore plus grande que tes précédents ouvrages. C'est ça qui est paradoxal et j'espère que tu vas pouvoir nous en parler parce que je trouve qu'on est à quelque chose à la fois dans la forme et le fond, euh, touche différemment et puis qui est aussi nourri de ces personnes, ces âmes, que tu nommes par leur prénom, extraordinaires, dont tu dis qu'ils t'enseignent plus que toi, tu ne leur enseignes. Mm. Et voilà, donc je suis assez émue, j'ai pas trop les mots parce que, parce que je crois que j'ai besoin de me laisser agir par le livre pour pouvoir en parler et que certaines choses puissent vraiment se partager encore plus et revenir. Donc vraiment merci. Il y a également une chose que je voudrais souligner et évidemment c'est la première question que j'aimerais te poser, c'est l'éditeur, c'est pas n'importe qui, c'est Larousse. Alors ça ne veut pas dire que les autres maisons d'édition n'étaient pas de très grande qualité, mais Larousse pour moi c'est une maison d'édition grand public, enfin, qui édite beaucoup de livres, mais en même temps des livres qui ont une vocation à intéresser un large public et en même temps un éditeur connu pour éditer des livres de pédagogie, des manuels, donc des choses qui ont aussi une valeur pédagogique reconnue. Et je trouve formidable que ton livre et le sujet dont tu traites et la façon dont tu le traites, sans tricher, sans faire croire que c'est blanc alors que c'est noir, soit édité par eux. Et je trouve que la maison d'édition dit quelque chose peut-être de notre état d'esprit aujourd'hui et de la façon dont peut-être on est prêt à considérer ton métier, ce que tu fais, l'accompagnement des personnes qui vont mourir et les possibilités que quelque chose amène à une autre vie, hein, d'une vie à l'autre, j'adore ce titre, soit édité chez Larousse, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez parlant. Et je te passe la parole, mais je voudrais commencer par avoir ton avis sur ça et peut-être que tu nous expliques comment ce projet de livre et le contact avec cet éditeur s'est passé pour toi. Ben, Alors, tout d'abord, juste avant, je vais... Ouais, m'épingler, épingle-moi. voilà. Alors, en fait, ça s'est passé en février, il y a 2 ans. Je faisais j'étais hospitalisé pour euh, un rééquilibrage respiratoire, une réadaptation respiratoire, hein, cherchez le mot. Et je reçois un coup de fil de la directrice d'édition qui me dit, voilà, Monsieur Dudois, nous aimerions vous éditer, nous sommes les éditions Larousse. Et de tout de go, bête comme je suis, je lui dis, mais je ne fais pas de dictionnaire. Et donc elle rigole et elle me dit, mais on ne fait pas que des dictionnaires. Je fais, oups. Et parce que quand j'étais enfant, Larousse, c'était un dictionnaire, c'était tout bête, on n'avait pas Google. Et
On parle et elle me dit ce qu'elle veut. Et je lui dis, mais moi, je suis un peu compliqué dans ma tête. Elle me dit, c'est pas grave. On va voir ce que ça peut donner si vous êtes un peu moins compliqué dans votre tête. Et elle me fait confiance et on commence. On commence avec aussi une dame qui regarde un peu ce qui se passe. Et je me rends compte que j'ai pas envie d'écrire comme j'ai écrit pendant 30 ans. J'ai pas envie d'écrire d'articles scientifiques. J'ai pas envie d'écrire des choses que personne ne comprend à part quelques êtres et moi. Ce qui veut pas dire qu'ils sont plus intelligents. C'est juste parce qu'on a le même néo-langage. Et, et voilà. Et l'aventure commence. Et l'aventure commence avec, elle me pousse, cette dame, à écrire de manière presque orale. C'est-à-dire, c'est très, à des moments même, des fois, là, j'ai relu quelques passages. Et je me suis dit, c'est quand même un peu trivial à des moments, mais c'est pas grave. Même avec des mots qui sont pas toujours des mots qui maintenant sont dans le dictionnaire, mais avant ils ne l'étaient pas. Et je suis assez content de ce qu'ils ont produit parce que il y a un passage sur le point rose, il y a un passage avec une jeune fille à qui j'avais promis au point rose. Elle m'avait demandé d'écrire sur elle, je lui avais promis. Et ils ont accepté que je mette son vrai prénom. C'est Léa. Et on était ensemble, Nathalie, lorsqu'on est allé voir les parents. On était ensemble à la maison de Gardanne lorsqu'elle est partie. Et c'est un moment qui me touche vraiment. Et on était ensemble au moment des obsèques. C'est quelqu'un, c'est une jeune fille qui est remarquable, comme tous les gens du Point Rose. Parce que pour moi, le Point Rose, c'est pas simplement les gens qui sont vivants, c'est aussi ceux qui sont partis, parce que c'est eux qui nous portent. Et aujourd'hui, je viens de recevoir un cadeau d'une dame, juste je la montre là, qui est partie dans l'année. Et alors, elle est décédée, donc c'est un cadeau de sa famille. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touché. J'étais très, très ému. Et voilà ce que j'ai envie de vous raconter. C'est tout bête. Vous le savez, tout ce que je vais vous dire, vous le savez déjà. Donc c'est assez tranquille. Vous pouvez faire des crêpes en même temps. Pas de souci. D'abord, il faut savoir que les questions que l'on pose dans ce livre sont des questions de l'impossible. Donc de toute façon, il n'y a pas de réponse. Mais en même temps, je joue avec les mots un peu, je vais faire l'intelligent, mais pas grave, juste au début. Jacques Lacan, le impossible. C'est-à-dire que il faut qu'on arrête, nous les humains, de penser qu'on connaît le monde. J'en ai ras la casquette des gens qui me disent, après la mort, il n'y a rien. Et je dis, mais pourquoi? Ah, parce qu'il n'y a rien. Je trouve ça tellement peu intelligent dans notre siècle. Après Gaza, après l'Ukraine, après des millions de gens pendant la Deuxième Guerre mondiale, après la tuerie qu'il y a eu en Israël, dire que on vit, et on meurt, et point à la ligne, je trouve ça petit. Alors ça, je voulais le dire et je le dis honnêtement. Après, je peux être vu comme un fou furieux, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Et je fais un enchaînement avec Goethe. Goethe nous disait tout le temps, les gars, la théorie, c'est gris. Et je l'ai mis dans ma thèse. La théorie, c'est gris, mais j'avais pas compris. Il m'a fallu plus de 30 et quelques années pour comprendre que, effectivement, la théorie, c'est gris. Mais moi, j'en ai eu besoin, parce que je suis un petit humain. Et les gens qui sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus forts, beaucoup plus grands n'en ont pas besoin. Et c'est ça qui me touche. C'est quand cet après-midi, je regarde la salle d'attente, parce que mon bureau donne sur la salle d'attente, et que je vois tous ces gens qui sont là. Je les trouve juste beaux. Mais beaux dans ce qu'ils sont. Je suis pas dans le... Ils sont beaux dans ce qu'ils sont, dans leurs limites. Ils sont beaux dans leur bêtises parfois. Ils sont beaux dans leur attente, dans leur peur. Et je suis comme ça, moi aussi. Il faut pas croire que
lorsqu'on est d'un côté de la blouse blanche, on est autre. Si vous rencontrez des gens qui sont autres parce qu'ils ont une blouse blanche, partez en courant. Qu'ils soient médecins, psy ou ce que vous voulez, partez. Ce qu'on a besoin, nous, c'est des humains. C'est juste des humains. Et des humains qui nous permettent non pas d'intelliger ce que l'on vit, mais de vivre ce que l'on vit. Ce que j'ai appris dans mon métier, c'est bête, hein, c'est eux qui me l'ont appris. C'est que c'est pas sur les bancs de la fac, j'ai appris des millions de choses, mais c'est en me taisant, en écoutant. Quand je me tais, quand j'écoute. Quand j'écoute une dame un peu bourgeoise qui amène un tapis au bord de son lit pour poser ses petits pieds, elle est aussi belle que quand j'écoute quelqu'un qui est beaucoup moins argenté. Et après, où est le problème? J'aime quand je rentre dans une chambre sentir une odeur. Des fois, je sens une odeur qui est une odeur de toilette. Ça sent le savon, ça sent bon. Des fois, ça sent plus hard. Ça sent la tumeur qui nécrose. Ou ça sent des choses que les gens n'ont pas envie de sentir. Et mon job, à moi, c'est de leur dire qu'on peut sentir ça aussi. Et que je peux le sentir, tout bêtement. Souvent, pour faire le malin, mais plus maintenant, parce que j'ai un peu vieilli, je disais aux gens, vous vous êtes fait un beau cadeau parce qu'ils avaient un cancer. Et personne ne me comprenait. Je comprends qu'on ne me comprenne pas quand je dis ça. Mais simplement parce que le cadeau, c'est quelque chose qui vient de deux racines latines, caput, la tête. Donc, pour moi, ça a à voir un petit peu avec la tête. Et puis, catellus, qui veut dire petite chaîne, en latin, petite chaîne. Et toutes nos maladies sont des petites chaînes. Si j'en parle comme ça, c'est parce que j'ai moi-même une maladie chronique assez importante. Et je sais que c'est une petite chaîne. Ce qui ne veut pas dire que je sois enchaîné, ce qui ne veut pas dire que je suis un horrible personnage. Ça veut simplement dire que j'ai besoin de quelque chose de cet ordre-là pour continuer à avancer tranquillement avec mes congénères. Tout ce qui nous arrive, c'est quelque chose qui est à vivre. Mais c'est pas forcément beau. On ne peut pas dire que ça soit beau de perdre un enfant. On ne peut pas dire que ça soit beau que d'avoir une maladie grave. Mais c'est pas parce que nous, de notre point de vue, c'est pas beau, ça fait souffrir, c'est mal, que pour autant c'est quelque chose qu'au Moyen Âge on dirait diabolique. C'est juste quelque chose d'autre qu'on n'arrive pas à appréhender. Et c'est pour ça que, en fait, je me tue à écrire alors que je ferais mieux de la fermer. Parce que qu'est-ce que vous voulez dire si ce n'est le silence? Le silence est la seule thérapie possible. Mais c'est pas le silence entre humains. C'est le silence dans sa tête. Pas forcément dans son cœur ou dans ses tripes ou dans d'autres parties de son corps, mais essentiellement dans sa tête. Il y a une chose que m'a appris la théologie il y a très longtemps, c'est que penser et réfléchir, c'est pas la même chose. Réfléchir, c'est comme la lune ou les étoiles, d'autres objets célestes qui réfléchissent la lumière du soleil. C'est pas, ils sont pas eux-mêmes lumineux. Penser, surtout en français, c'est à la fois avec un E et avec un A. Je pense que penser. Et quand je pense, je peux me penser avec un A. C'est pas pour ça que je vais guérir. Mais peut-être c'est pas le but. C'est juste le but d'être en joie. D'être simplement en joie. Depuis 30 ans que je travaille à la Timone, oui, en 2020, j'ai commencé en 95. J'ai appris la joie. Oh, c'est pas la distraction, hein, c'est pas la boîte de nuit, c'est pas juste la joie. Et le silence. Il y avait le silence et j'ai appris la joie. Et la joie, c'est ce qui m'a permis de combiner la spiritualité et la psychologie. Parce que comme je dis à mes collègues à la fac,
j'arrive toujours pas à comprendre comment on peut enseigner ces deux choses-là de manière différente. Je vois pas de spiritualité sans psychologie, puisqu'il y a toujours un être humain pour parler. Et je vois pas de psychologie sans spiritualité, parce que ça n'aurait aucun sens. Quel est le sens? Pourquoi on vit? Pourquoi je suis là devant vous, là, ce soir? Peut-être d'autres trucs à faire, peut-être à regarder TF1, je ne sais quoi, ou écrire des articles scientifiques, ça fait sérieux, ou à rien faire. Eh bien non. Ce qui a fait sens pour moi, c'était l'invitation du Point Rose, l'invitation de Nathalie, qui est une des plus belles choses qui me soit arrivée. Invite à parler de ton livre. Ça, c'est vraiment cool, au sens le plus fort du terme cool. C'est vraiment beau, ça m'a porté. Et puis vous qui êtes au rendez-vous, et ça me porte encore plus. Penser, je pense, ça me porte maintenant. Avant, c'était je réfléchis. Moi, j'ai beaucoup réfléchi. Je peux vous citer un peu de Spinoza si vous avez envie, ou Leibniz, ou je ne sais quoi encore. Ça m'a jamais éveillé, jamais. Ça m'a rendu dans certains repas de famille assez hautain, des fois assez intelligent pour prier devant les filles, mais ça m'a jamais éveillé. Et ce qu'on cherche vraiment, ou du moins ce que j'ai trouvé chez les patients, que ce soit ceux de l'hôpital ou chez les personnes que je croise au Point Rose, c'est l'éveil. Pourquoi je dors? Pourquoi je dors? Je ne sais pas. Je lisais il n'y a pas longtemps un grand maître de l'Inde classique qui s'appelle Nisargadatta Maharaj. Et il écrit une question, un être lui pose une question, un Américain, parce que c'est dans le livre Je suis. Il lui dit, il a foi en Dieu, est-ce qu'elle vous porte? Et ce grand schtroumpf de grand sage lui dit, absolument pas. Ah, il est un peu embêté, l'autre, il dit, ben zut, il dit absolument pas. Il dit, vous voyez, ici c'est un rêve, et Dieu ne sait même pas que je rêve. Quand j'ai lu ça, j'ai pleuré. Je vous promets, j'ai pleuré. Et je me suis dit, mais si Dieu ne sait pas, j'étais théologien, un petit reste. Et puis d'un coup, j'ai compris que la matière même du rêve, c'était ce que j'appelais Dieu. Et j'étais encore sur des idées un peu archaïques. C'est la matière même de ma vie qui est la source. J'ai pas à prier de manière formelle. J'ai pas, bien sûr, je peux le faire, pourquoi pas. J'aime tous les temples, quelles que soient les religions. Mais le tissu même de la vie, c'est la source. Et je m'en fais plus. Alors bien sûr, il y a des peurs qui viennent, des peurs qui viennent tout le temps. Ne croyez pas que lorsqu'on a une blouse blanche, lorsque on accompagne depuis 30 ans des personnes qui décèdent, je crois que je connais plus de personnes décédées que de personnes vivantes, on n'a pas peur de la mort. Je sais qu'il y a des gens qui le disent, ils ont le droit. Moi, je peux vous dire que pour l'avoir frôlé plus d'une fois, la bestiole est à apprivoiser. Oh là là, qu'elle est à apprivoiser. Mais c'est pas parce qu'il faut apprivoiser qu'il faut en avoir peur. Et ça, c'est un peu la petite chose que j'ai observée. C'est que tant qu'on a peur, on se coupe d'une grande partie de notre puissance. Je n'ai pas dit pouvoir, j'ai dit juste puissance. Quand on quitte cette peur, et je le vois dans tous les gens qui me font l'honneur d'être auprès d'eux au moment où ils s'en vont, presque ils s'en vont, quand ils quittent cette peur, ils sont libres. Libres comme j'ai jamais été libre. Vraiment. Vous imaginez une vie libre, vie où c'est terminé, on ne pense plus
à notre compte en banque qui se vide inexorablement. On ne pense plus à cette voiture qu'on a écornée un peu sur le coin d'un parking. On ne pense plus à ceci, à cela, à ceci, à cela. On ne pense qu'à une chose, c'est de respirer et de penser à quelque chose qui nous fait du bien. Une feuille d'automne, un grain de désert, une porte, un être, n'importe quoi. Et ça c'est vraiment très très important. Et dans ce livre, les gens qui m'autorisent à parler d'eux, même si on a changé beaucoup de choses pour pas qu'on les reconnaisse, eh bien, ils m'offrent ça. Vous vous rendez compte? J'ai passé ma vie à écouter des vies. Et si Larousse, c'est Larousse qui a choisi le titre de Vie en vie, j'étais mort de rire. Et je dis, elle s'appelle Élodie, la directrice de direction. Et je dis à Élodie, je dis, mais ça a plusieurs sens, cette histoire. Elle rit. Et je lui dis, tu sais, on n'a pas qu'une vie. Et là, un silence se fait entre nous. Elle me dit, comment ça, on n'a pas qu'une vie? Je lui dis, non, je ne crois pas qu'on ait qu'une vie. Et je préfère te le dire parce que vous allez éditer un gars qui est docteur, machin, etc. Mais on n'a pas qu'une vie. Et on parle ensemble. Et je lui dis, il faut s'ouvrir maintenant. Et quand on s'ouvre, on s'aperçoit que on a des millions d'expériences. Et que notre identité, elle est si peu de choses. Et en même temps, elle est le point d'acmé de toutes ces choses-là. Et ce qui était beau, c'est que j'ai, pour une fois, j'ai dit, je ne veux aucun titre. Sur ce livre, il n'y a aucun titre. Il y a rien. Il y a juste ce que je fais. Parce que dans tous les autres livres, je m'étais aperçu que le titre de docteur ou autre, c'était un titre qui permettait peut-être des ventes ou je ne sais quoi, je sais pas moi, ce que pensent les marchands, ou ce que pense moi. C'est-à-dire narcissiquement quand même docteur, sans déconner. Nathalie, qui est docteur, le sait, elle le dit jamais, mais elle est docteur, elle aussi. Mais je voulais pas qu'il y ait ça. Je voulais juste qu'il y ait moi et eux. Et en fin de compte, mais ça, je peux pas vous spoiler la fin du bouquin. Peut-être il n'y a pas moi et eux. On va pas spoiler. En tout cas, je voulais vous dire, parce que je pense que c'est important, que la mort a une odeur. Peut-être vous en avez fait l'expérience, peut-être pas, je ne sais pas. Mais moi qui sens pas grand-chose parce que j'ai quand même fumé pendant je ne sais combien d'années, donc j'ai un peu détérioré le matériel, mais je la sens. C'est une odeur très très particulière. Et quand il y a cette odeur, alors oui, il faut vraiment penser et arrêter de réfléchir. Il faut arrêter toutes nos conversations internes. Vous savez combien on est des galopins. Même là, je parle, et à l'intérieur de vous, ça parle. Ça ne peut pas s'empêcher. Et puis, dans ce livre, je voulais dire aussi que le psy, le docteur en médecine, le professeur en médecine, ils sont cons par moments, mais ils sont cons. Et j'ai pas d'autres mots. Et c'est mes amis, hein, donc ils vont le lire. Ils vont dire quand même d'exagère. Et puis je traite Éric Dudoit de la même façon. Parce que je montre qu'à des moments, je réponds à côté de la plaque. Et que c'est les patients qui me disent, oh, ça va pas la tête. Et c'est ça qui est beau dans la vie. C'est on n'est pas tout puissant. Pas du tout. Et qu'on peut avoir toutes les expériences qu'on veut, tous les savoirs qu'on veut. On sera toujours manquant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à parler à quelqu'un qui est en situation de mort imminente. Jamais. Même si on a l'impression qu'on va dire des grosses bêtises. De toute façon, on ne peut pas dire plus de bêtises que ce que j'en ai dit dans ma vie. Un jour, c'est pas dans le livre, mais je vous le raconte, j'ai pas osé le mettre celui-là. Il y a un monsieur d'une certaine confession, ça c'est important, qui meurt, et, et donc on laisse dans la chambre,
et il y a sa fille. Et il y a eu plein de choses parce qu'il meurt à cause d'une maladie, enfin, c'est des choses délicates. Et la fille était très, 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 très perturbée, ça allait pas, elle voyait pas son papa comme ça. Et donc elle pleurait beaucoup, c'était une dame qui avait eu 35 ans à peu près. Et je rentre dans la chambre et elle me dit, oh, il est plus froid à un endroit qu'à un autre. Je dis, comment? Elle me dit, il est plus froid à droite qu'à gauche. Eh bien, le grand docteur du doigt lui répond, c'est normal, parce que de ce côté-là, la fenêtre est ouverte, c'est plus frais. On ne peut pas la faire plus con. Je sais pas. On peut pas, on n'y arrive pas. Mais voyez, c'est parce qu'il m'est arrivé des choses comme ça. C'est parce que j'ai été confronté à des choses comme ça. Son regard, elle m'a regardé, elle s'est dit, mais ça y est, il a pété un gros câble, le docteur. Ben, qu'on peut continuer. C'est pas forcément nos réussites. C'est pas forcément la gloire. C'est bien souvent des petits ratés comme ça. Oh, c'est pas des gros, gros ratés, elle m'a pardonné. Puis c'est rentré dans l'ordre. Elle était tellement bouleversée, tellement triste que c'est passé comme ça. Mais co- comment faire? La plupart des gens que je rencontre me disent que la vie est un combat. Je suis objecteur de conscience. Je leur dis, vous n'êtes pas sérieux, les gars. C'est pas un combat, la vie. C'est pas un combat. À force de dire que la vie est un combat, il y a des combats, faut arrêter. La vie, c'est une participation. Ah, à des moments, on n'est pas brillant, hein. C'est pas grave. Combien c'est bon lorsqu'on n'est pas brillant et qu'il y a un autre frère humain ou bien souvent animal qui vient et qui nous dit, c'est pas grave, ça va aller. C'est tellement important. C'est tellement important d'arrêter le combat. Tous ces gens que j'ai rencontrés et aimés, toutes ces personnes que j'ai rencontrées et aimées au point rose, elles m'ont appris que fondamentalement, il faut arrêter le combat. C'est le combat qui nous tue. C'est pas, c'est pas l'autre qu'on pense être un ennemi, c'est le combat. Et en tant que chercheur, surtout en cancéro, vous savez, souvent on dit il faut mener le combat de la recherche. Il faut donner des sous à la recherche. Oui, c'est bien de donner des sous à la recherche, ça change mon ordinateur. Je déconne. Mais c'est bien de donner des sous à la recherche. Mais quelle est l'idée du chercheur? Dans quel dispositif? Est-ce que pour lui, la vie est un combat? Est-ce que pour lui, il y a des cellules qui doivent combattre d'autres cellules? Est-ce qu'il est encore dans les mécanismes du 19e siècle? C'est ça qu'il faut se poser comme question. J'ai eu la chance de rencontrer M. Grill ou rencontrer d'autres médecins, oncopédiatres qui sont d'une richesse d'âme extraordinaire, qui ont arrêté le combat et qui continuent à chercher. Mais ils ne cherchent pas comme un combattant, ils cherchent comme un être qui aime. C'est pas pareil. Ils cherchent comme quelqu'un qui veut saisir la musique de la vie, parce que la vie est une musique. Ils cherchent comme quelqu'un qui dit, on va faire tout notre possible, mais qui promet rien. Ça, c'est fort. Et puis dans ce bouquin, je voulais vous partager aussi, il y a plein de gens, ben, il y en a 15, et il y a des jeunes, oh c'est terrible, mais il y a des vieux. Et personnellement, j'en ai marre qu'on fasse pas gaffe à nos anciens, parce qu'on ne fait pas attention. Parce que même en soins palliatifs, lorsque vous avez dépassé 90 ans, et que vous sentez pas forcément la rose le matin, et qu'on vous a mis une couche, et qu'on n'a pas eu le temps de la changer, et qu'il y a le dentier, etc., etc. Et alors, c'est humain, ça aussi. Pourquoi on ne fait pas attention? Pourquoi on laisse la porte ouverte? Ça, c'est une question que j'ai posée à mes collègues. Eh, mais parce qu'elle veut, elle a peur. Je dis, mais elle a peur de quoi?
Elle a peur. Elle avait juste peur de seule face à elle, cette dame ou ce monsieur. Et c'est peut-être seul face à soi qu'on comprend les choses. Je ne dis pas qu'il faut fermer la porte. Il ne faut pas toujours l'ouvrir. Il ne faut pas laisser les gens comme ça. C'est France Quéré qui disait, franchement, franchement, ce qui fait sens, ce qui fait que l'autre est encore dans sa pureté d'être humain, c'est le regard que l'on pose sur lui. C'est pas lui, c'est le regard qu'on pose sur lui. Quand j'étais petit, j'allais à la messe et je voyais bien que souvent le regard qu'on portait sur celui qui tendait sa gamelle était pauvre. 30 ans après, je vois que c'est toujours pareil. J'accuse personne, je suis comme les autres. Mais combien ça coûte de s'arrêter? Combien ça coûte un sourire? Combien ça coûte de ne pas s'énerver? C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. On s'énerve. On veut être meilleur que l'autre. On veut ceci, on veut cela. Et si on arrêtait tout ce Bataclan? Parlons de Bataclan, ça vous rappelle quelque chose? Si on arrêtait nos identités. C'est ça que tous ces gens sont venus me dire. Non, dans un impossible. Et cet impossible, c'est que, quoi que nous fassions, vous, moi, n'importe qui, même ceux dont on dit qu'ils ne sont pas morts, on est mort. Un être humain qui n'est pas mort n'existe pas. Le simple fait de porter ces cellules magiques, qui sont nos cellules de vie, ça veut dire qu'à un moment, elles vont cesser de fonctionner. Qu'est-ce que ça veut dire que moi, vous, on va cesser, on va arrêter? Non, on n'est pas ces cellules. Par contre, on est habité par elles, ou on les habite, comme vous voulez. Et à la question de Wittgenstein, est-ce que je suis un corps ou j'ai un corps? La réponse est les deux, mon capitaine. Je suis autant un corps que ce que j'ai un corps. Pendant des années, je ne l'ai pas habité, le mien. Ah, non, je suis un peu malade. Tant pis, je travaille, je fais du sport. Même le mot me semble étrange encore. Mais ça me permet de vivre. Est-ce que j'aurais dû le faire avant, après, pendant? Ça, c'est ma tête qui va dire des choses comme ça. La vie, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est ce que je fais maintenant. Et ce que d'autres font. Et ça me semble vraiment, vraiment les choses les plus importantes. Ce livre, il est tout simple, tout bête. N'importe qui, je pense que, quel que soit le niveau que l'on a socio-économique, socio-cognitif, il est à lire parce qu'il est simple. Et quand j'ai fini et que donc j'ai fini ce livre en juin, si mes souvenirs sont bons, et que Élodie m'a dit on va l'éditer en janvier, j'ai eu deux réactions. La première, c'est oh, pas avant. Et la deuxième, ça a été de me dire oh, ça va me donner le temps de penser. Le temps de penser. Les jours, parce que j'habite La Ciotat, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite bourgade qui a une trentaine de kilomètres de Marseille. Je suis obligé de me taper à peu près 1 heure de bouchon, aller 1 heure de bouchon, en moyenne. Et ces temps-là, c'est un profond temps de jolies choses à l'intérieur. C'est un temps où je dois apprendre à ne pas m'agacer d'un frère humain qui est un peu plus pressé que moi. C'est un temps où je dois prendre le temps de prendre le temps de ne rien faire. Mais ne rien faire, c'est ne rien penser aussi. C'est juste d'être là. J'avoue, de temps en temps, je téléphone. Mais quand je téléphone, c'est parce que je téléphone à des gens importants. Je téléphonais à Nathalie Paoli, c'est pas n'importe qui quand même. Mais il y a beaucoup de temps où je passe dans le silence. Parce que le silence, c'est vraiment la musique des sphères. C'est, la musique des sphères, c'est un truc qu'on retrouve chez Wagner ou qu'on retrouve chez d'autres, qui ne sont pas des musiciens, mais des philosophes.
ce serait la musique de l'univers. Et la musique de l'univers, c'est pas une petite chose. Combien de fois, lorsque quelqu'un mourait, j'ai laissé la famille, puis quelques temps après, c'est-à-dire 1 heure après, parce que le corps, on doit le garder 2 heures à l'hôpital, je demandais si je pouvais venir voir la personne. Tout le temps, ça m'a été accordé. Et les gens, tout le temps, m'ont laissé seul avec la personne qui était décédée. Et je passais pas longtemps, hein, je passais 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Et c'était le temps du recueillement, le temps de rendre grâce, le temps de dire à l'autre, ça ne s'arrête pas comme ça, il y a autre chose. Alors bien évidemment, au début, j'avais mes collègues médecins qui me disaient, va falloir remplir la chambre. Et nous, on l'a tous vécu, pour ceux du Point Rose, oui, on l'a tous vécu. Et moi, je leur disais, va mourir. Vraiment, je disais ça. Je disais non. Moi, j'ai besoin du temps du recueillement. L'équipe a besoin du temps du recueillement. Et ça a été une bataille, mais c'est pas grave. C'est une bataille sans faire de guerre. C'est une bataille sans combat. Je m'assois à la Gandhi et je dis non, je suis encore là. Non, c'est pas le moment. Alors comme je suis un peu, maintenant je suis vieux, mais donc tout le monde me respecte. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais comme la chef de service, puisqu'on était élus ensemble. Et je disais, mais non, faut arrêter. J'étais plus musclé, mais fallait arrêter. Fallait prendre ce temps. Ce que j'aime à Gardanne, par exemple, dans un palliatif, c'est qu'ils prennent ce temps. Que nous, dans les hôpitaux universitaires, on ne prend pas. Et puis, bien évidemment, en vieillissant, eh bien, il y a beaucoup de chances qu'on se retrouve de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire qu'en vieillissant, ben, on se retrouve de l'autre côté. L'année dernière, au mois de décembre, on m'annonce que j'ai des cellules dysplasiques dans la gorge, dans les cordes vocales. C'est pour ça que des fois, elle se voile un peu ma voix. Et dysplasique, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire précancéreuse. Et je me dis, tiens, c'est embêtant ça. Et j'accepte. Alors bien évidemment, ça va très très vite parce que il y a des copains qui appellent, etc. Et donc j'ai rendez-vous 15 jours après avec un ORL, une ORL. Et j'ai eu 15 jours pour vivre ça. Mais c'était vraiment précieux pour moi. 15 jours pour me dire, parce que ce que je crains le plus au monde, c'est qu'on passe un trou là. Hop, j'ai mon truc à moi, ça, non. Vous me faites tout ce que vous voulez, mais pas de trou là. Et là, l'idée, c'était, si c'est cancéreux, c'est le trou, c'est la trachée. Et donc, j'étais un peu fragile là-dessus. Je n'ai rien dit à personne. J'ai gardé pour moi. Et quand je suis allé voir la dame, la première des choses qu'elle a pu me dire, c'est, vous avez fumé. Ah, j'ai trouvé ça honteux. C'était une jeune en plus que je connaissais comme interne. Et j'ai dit, je vous permets pas, il faut arrêter. J'ai dit, vous faites d'une cause, vous faites d'une probabilité une cause. J'ai dit, non, c'est pas parce que j'ai fumé que j'ai ça. J'ai dit, le fait d'avoir fumé peut entraîner le fait d'avoir plus souvent ça. Ok, mais on va rester sérieux. Et c'est un peu ça dans mon bouquin. J'en parle dans mon bouquin, c'est pour ça que je vous en parle. C'est que on n'arrête pas dans cette société bizarroïde, de nous dire il faut faire du sport. Bon, c'est vrai que c'est bien d'en faire quand même. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela, il faut pas. Et au bout d'un moment, de toute façon, ça se termine toujours de la même façon. On est mortel. C'est pas en regardant Hanouna tous les soirs qu'on va oublier ça. Je sais pas, il me vient Hanouna, donc le pauvre, il y est pour rien. Mais je trouve qu'on est une société du divertissement. Alors c'est bien de se divertir, on se divertit tous, mais c'est peu de choses quand même.
Et en tout cas, c'est pas la joie. La joie, c'est quelque chose qui vient sans faire de bruit. C'est quelque chose qui naît de nos silences. Ça n'est pas de nos paroles. C'est comme dans ce monde où tout le monde me dit, des familles qui me disent, il faut absolument que vous alliez voir mon beau-frère ou ma soeur ou ma tante, ou etc. Parce qu'elle va pas bien. Ah, j'ai dit, pourquoi elle va pas bien? Ah, parce qu'on vient de lui annoncer qu'elle avait des métastases. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bah, vous êtes psy, hein, il faut qu'elle aille bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette société de fous, quoi? Moi, tu m'annonces que j'ai des métastases, je pleure, comme tout le monde. Je suis pas bien. Et il me faut ce temps-là, je veux ce temps-là. Je revendique Léonard Cohen à l'intérieur de moi. Je revendique d'être pas bien. Et c'est pas un mec ou une nénette qui va venir avec son petit diplôme en poche qui va faire que je vais aller mieux. C'est pas vrai. Les méta-analyses le montrent. Et puis il y a des gens qui n'ont jamais besoin de voir de psychologue. Qu'est-ce que c'est que cette idée qu'il faille tous qu'on aille voir un psy? Qu'est-ce que c'est aberrant? Tous, il faut qu'on trouve un sens à notre vie. Ça, oui. Mais ça ne veut pas dire d'aller voir un psy. Il y a des gens qui trouvent un sens à leur vie en faisant autre chose. Il y a des gens qui trouvent du sens à leur vie en, en illuminant les cimetières. Oui, ah, il y en a qui le font. Il y en a d'autres, je sais pas, c'est en... Moi, j'ai trouvé un sens à ma vie en faisant théologie. Faut être con. Tout le monde sait que on ressuscite pas. Ah, pas tout le monde, quelques-uns. Mais moi, j'avais besoin de faire ça. Et c'est le besoin d'Éric. C'est pas le besoin d'un autre, ni d'Isabelle, ni de Caroline, ni de Nathalie, ni de je ne sais qui. C'est juste le besoin d'Éric. Pourquoi l'imposer à l'autre? C'est ce que m'ont appris ces gens. Et puis ils m'ont appris une chose qui est très très belle, mais qu'on se dit jamais les uns et les autres, c'est qu'on est inconséquents, tous. J'ai jamais rencontré un être humain qui n'était pas inconséquent. Non, je vous jure. Et alors, à chaque fois que je vois qu'ils sont inconséquents, je me dis, putain, moi je suis conséquent. Et c'est évident que je ne le suis pas. Entre mes paroles, mes pensées, mes actes. Des fois, c'est même pas un fossé qu'il y a. C'est 12 000 années-lumière. Et j'ai pris le parti de dire, et alors, je, je- je vais juste essayer d'être un peu plus juste au sens de la justesse. C'est tout. Mais on ne l'est pas. Alors pourquoi on donne des leçons aux autres? Pourquoi tout le temps, on veut donner des leçons? Pourquoi on a toujours quelque chose à dire à l'autre? Moi, je suis toujours surpris de ça. Pourquoi on a toujours quelque chose à dire? Quelqu'un nous dit je vais pas bien. C'est sûr on a le remède pour lui. Moi, j'ai pas de remède, je sais pas. Je sais pas. J'ai visité les deux côtés du miroir. Je sais pas. Et je sais que vous tous, vous l'avez fait. Ce que je vous dis, vous l'avez tous vécu. Et on ne se rend pas compte que la vie ne punit pas. Jamais. Mais que nous, on est très très fort pour punir. Mais le premier qu'on punit, c'est nous. On punit quelques autres aussi de temps en temps. Il faut quand même mettre des claques un peu de temps en temps. Sur sa caquini, lorsqu'ils vont trop vite avec leur scooter. Mettre un peu de gifle. Mais la vie ne punit jamais. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. En 30 ans de soins palliatifs, une chose que je peux dire, c'est ça. Et c'est pas une croyance, c'est que ça punit pas. Et vous allez me dire, oui, mais j'ai perdu mon mari, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mon enfant. Ne trouvez pas que c'est une punition. Malheureusement, ou heureusement, je ne trouve pas que c'est une punition. Je ne trouve pas du tout. C'est pas ce mot-là que j'emploierais. C'est un malheur, oui. C'est Dieu, oui. Ça arrache le cœur, les tripes, tout ce que vous voulez, oui. Ça peut même nous tuer, oui.
Mais est-ce que c'est une punition? Non, jamais, jamais, jamais. Quand, quand les enfants meurent, je sais qu'on se sent tous des fois un peu coupables, surtout lorsqu'on est proche de l'enfant. Parce qu'on est des humains et on se dit, j'aurais pu, il y a qu'à, tu dois, il faut, ça c'est les trois grands maîtres qui existent dans notre tête. Mais en fait, je, je, je pense que c'est des illusions de notre pensée. C'est juste des fragments des moi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est un peu peut-être ce que nous disent ces enfants lorsqu'ils s'autorisent à nous parler. Ou ce que dit le papa de Stéphane Alix. C'est un mec que j'aime bien, Stéphane Alix, il me fait rire. Avec son père et le fait qu'il met des objets dans son cercueil, il demande à des médiums de voir qu'est-ce qu'il y a. Et qu'il y en a qui réussissent, d'autres qui ratent. C'est ça la vie. Et le temps du silence, le temps de la prière. Alors c'est un vieux mot, la prière. Je sais qu'il y a des gens qui vont devenir allergiques à ce mot-là, parce que on l'a utilisé avec des horreurs, on l'a utilisé avec les guerres, avec tout ça. Mais la prière, c'est juste une posture. C'est quand enfin j'honore la vie. C'est tout bête. Et ça nous arrive à tous. Il n'y a pas longtemps, je regardais des jeunes à la Ciotat surfer des vagues et je voyais bien qu'ils honoraient la vie, ils étaient en prière. Mais pour eux, ils étaient juste en train de kiffer la life. Chacun son mot. Mais c'est ça, être en prière. Et quand je descends, parce que je suis au premier étage, quand je descends en bas, au parking, avant c'était pour fumer une clope, bon, maintenant je fume plus, et que je rencontre des gens qui sont là, qui sont pris par la tristesse, ils font, ils ne voulaient pas pleurer dans la chambre. Ils prient, ils prient, et ça c'est fou, ça c'est beau. Méditer, ça c'est un mot aussi à la mode. Si vous allez voir un coach ou n'importe quoi, vous méditez. J'ai fait la mindfulness et je connais Monsieur John Kabat-Zinn, qui est un homme fort sympathique. C'est l'inventaire de de la mindfulness. Et j'ai lu Francesco Varela, etc. Mais si on médite et qu'on devient du bois mort, à quoi ça sert? À quoi ça sert de méditer si c'est vide de sens? Méditer, c'est juste prendre le temps de laisser les pensées aller dans notre cerveau et de ne pas les arrêter. Les pensées, il y en aura toujours. Elles viennent de tous les bords. Elles viennent de nos corps, c'est-à-dire de nos cinq sens. Elles viennent de notre mémoire. Elles viennent des effets rétroactifs de cette mémoire. Elles viennent des états du moi, qui n'est pas à confondre avec. Les états du moi, c'est Berne, c'est pas les états du moi de Sigmund Freud. Et tout ça, c'est noble. Si seulement si ça ne prend pas le gouvernail. C'est quand un État prend le gouvernail que ça commence à devenir catastrophique. Et ce que je fais avec les gens qui sont en phase de partir ailleurs dans leur demeure, c'est de leur apprendre à lâcher le gouvernail et d'utiliser autre chose que leur tête pour gouverner leur vie. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que en Occident, on nous dit que c'est la tête qui gouverne. Mais ça, c'est pas vrai. Ce qui doit gouverner nos vies, c'est ni la tête, donc les pensées, ni les émotions, donc les tripes, ni les pulsions, donc tout ce qui a à voir avec les désirs, le sexe, tout ce etc. Ce qui doit gouverner nos vies, c'est juste comme un souffle. J'ose pas vous dire le cœur parce que ça a été trop dit, mais c'est à peu près là que ça se situe. Ça se situe au niveau de la polar. Là. Et c'est là que ça doit gouverner. Si ça ne gouverne pas là,
on va avoir mal. Mais avoir mal, c'est apprendre, c'est bien. Apprendre, c'est d'enlever le prendre. Il y a un monsieur qui écrit un livre qui s'appelle Avoir et être. Et je vous le fais rapidos, le livre, parce que plus il y a d'avoir, moins il y a d'être. Plus il y a d'être, moins il y a d'avoir. Et regardez-nous dans nos sociétés occidentales. Qu'est-ce qu'on a comme avoir? Putain, maintenant, je peux même commander un truc. Le dimanche, il y a Amazon qui me le livre avec ses esclaves. Par contre, je suis un homme bien, j'ai pas d'esclaves. Mais repensons nos modèles. Mais les repensons pas comme nos politiques ou autres, on s'en fout. Repensons pour nous. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? D'où elle vient cette avidité que nous avons tous de la vie? Quand je rencontre mes jeunes ou étudiants ou les jeunes médecins, ou etc., des fois je rencontre des jeunes qui sont extraordinaires, qui me font rire. Puis des fois, il y en a d'autres qui sont pile poil dans la norme. Et il y a une avidité. Je veux ci, je veux une piscine, je veux une maison. Je veux ci, je veux là, je veux l'autre. Et si vous voulez juste aimer, c'est ça qu'on m'a appris ces personnes. Il n'y en a aucune qui m'a dit ma vie, elle est pas belle. Ils m'ont tous dit, ah, il y a des trucs quand même. Je n'ai pas été folichon. Et quand ils me le disent, je les trouve folichons, moi je les trouve beaux. Mais eux, ils se jugent mal. Donc ne vous jugez pas. Le pire ennemi que vous pouvez avoir sur cette terre, il dort avec vous. Et c'est pas votre femme ou votre mari, c'est vous. C'est vous le pire ennemi. Tous les autres, au pire, ils vous veulent du mal au niveau de votre corps, de votre esprit. Mais à aucun moment ils ont l'emprise que vous avez sur votre corps et votre esprit. Et ça, c'est important de se le dire, de se le rappeler entre eux. C'est une des questions de l'impossible. Souvent, il y a des gens qui me disent, comment c'est possible que les enfants meurent? Je réponds pas. Il y en a qui disent, s'il y avait un Dieu, il ne serait pas mort. D'autres qui disent, c'est pas normal. D'autres qui disent encore, quand même, on est au XXIe siècle. D'autres, ferme-la. Ce livre, ça veut dire ça. Je ne sais pas. C'est pas la question qui est importante. C'est que c'est possible. Et parce que c'est possible, il faut qu'on fasse attention. Mais faire attention, c'est pas surprotéger quelqu'un. Faire attention, c'est lui porter de l'attention. Lui porter de l'attention. Lui donner de l'amour. Même en colère. Même en colère, on peut donner de l'amour. Parce que nos enfants ou nos malades, ils nous mènent pas la vie facile. Combien de fois pendant toutes ces années, j'ai vu des couples, j'ai vu des parents, j'ai vu des enfants complètement décontenancés devant la souffrance de leurs proches. Parce qu'il y a de quoi? Parce que qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un dit j'ai mal et qu'on peut rien pour lui? Qu'on a mis les doses de morphine suffisantes, qu'on a tout fait, humainement parlant, il n'y a rien qui marche. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'on reste dans la chambre. Mais le soignant, forcément la famille. Parce que pour la famille, c'est multiplié par 100 000. Ce que moi je reçois comme patient, comme soignant, pardon, comme des charges à l'intérieur de mon être. C'est rien à côté de ce que reçoit une maman ou un papa. C'est rien à côté de ce que reçoit quelqu'un qui aime quelqu'un qui est en train de mourir. C'est rien. C'est à moi d'être là. Ça, c'est comme ça que je vois mon travail. Et, et je le vois comme ça parce que c'est en faisant le lien
toujours les uns avec les autres, en s'absentant par moments, qu'on peut trouver une respiration, accepter. C'est si dur d'accepter. Accepter. Quand je suis né avec le cordon autour du cou. Je crois qu'au début de ma vie, j'ai dit, ouais, je repars. Et, et à un moment, il a bien fallu que j'accepte. Ils m'ont mis des tartes parce qu'à l'époque, c'était un peu moins doux que maintenant. Et j'ai pris ma première respiration. Alors, je m'en souviens pas comme d'une expérience jolie. Je m'en souviens comme quelque chose de plutôt douloureux. Quand je dis je m'en souviens, c'est parce que on va atterrir là maintenant sur une autre dimension de ce livre qui est le fait que, à des moments, je vous parle de modification de la conscience. Parce qu'on ne peut pas être 30 ans auprès des mourants, comme Elisabeth Kübler-Ross ou autres, sans que notre conscience soit modifiée. Alors peut-être que pour mes collègues, je suis devenu fou, ce qui n'est pas grave en soi. Mais pour moi, je vois bien que ma conscience s'est modifiée. Quand Léa, je vous en ai parlé de Léa au tout début, c'est cette jeune fille que j'ai rencontrée avec Nathalie Paoli chez elle. À un moment, oh Léa, elle ne pouvait plus parler, c'était difficile, elle était dans son fauteuil. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Nathalie parlait avec les parents et moi, j'essayais de capter quelque chose de Léa. Et à un moment, oh, je me suis retrouvé là où elle était, elle, dans son inconscience. Elle était, elle était avec d'autres enfants. C'était si. Et elle n'était pas dans un fauteuil roulant. Elle n'était pas avec toute cette souffrance. La seule chose qu'elle m'a dit, dis-leur quand même que je les aime. Alors elle m'a cité ses parents, bien sûr, sa sœur, Chloé, mais aussi le lapin, le chien, tout ça. Quand on meurt, on n'est pas tout autre, on est toujours pareil. Après, on va devenir autre. Mais au départ, on est toujours pareil. Et c'était beau. Si vous aviez pu voir ce que j'ai vu, juste cette jeune fille avec d'autres jeunes en train de plonger dans une sorte de source. Je ne sais pas ce que c'était. Et puis j'en ai vu des choses comme ça. Et puis peut-être, comme disent certains de mes collègues, c'est que c'est tellement difficile que je fabrique des petites narrations à moi. Pourquoi pas? Je m'en fous. Vous dites ce que vous voulez. Moi, je sais ce que j'ai vécu. Et des choses comme ça, il y en a plein. Si je l'ai dit, c'est pas pour qu'on dise, ah, du doigt, il est extraordinaire, du doigt, il est totalement ordinaire. Il est, il est même pas léger, je vous le dire. Mais c'est parce que tous, on a cette capacité-là. À moi, ça s'est réveillé simplement parce que, à un moment, j'ai lâché l'affaire. Quand j'étais petit, c'est-à-dire quand je venais d'avoir mon doctorat, etc., et que je pensais que j'étais un mec intelligent, je faisais des études de cas pour la science. Bon, j'en ai fait quelques-unes quand même. C'est ma gloriole personnelle. Mais ça mène où? Maintenant, je m'en fous des études de cas, je fais des études de conscience. Et j'enseigne aux enfants, pardon, aux jeunes adultes qui sont mes étudiants, la psychologie transpersonnelle. Je leur dis qu'on peut modifier sa conscience. Je leur dis qu'il y a à l'intérieur de nous pas qu'un corps physique, il y a d'autres corps. Je leur dis qu'on ne meurt pas réellement. On meurt. On fait tous cette expérience-là, on aura tous peur. J'aurais peur. Parce que quitter son enveloppe, ça fout les jetons. Mais pas totalement. Pas totalement. Je serais un menteur si je vous disais que tous les gens que j'ai accompagnés, je ne les ai pas rencontrés à un moment ou à un autre. Certains, je les ai rencontrés des années après. Certains, je m'en suis pas aperçu. D'autres, ils avaient autre chose à faire. Puis d'autres, ils ont eu la gentillesse de se dire, le pauvre homme va l'aider un peu dans son travail. On va lui donner des tuyaux. Et je vous promets que c'est vrai.
Ils m'ont donné des tuyaux. Il y avait des trucs que je ne comprenais pas, qu'on ne comprend pas en demande. Et vous allez demander à un universitaire, il va vous raconter pendant 3 heures un truc que vous n'allez pas comprendre. Vous demandez à quelqu'un qui vit l'expérience et vous l'expliquera tout simplement. Je me rappelle avoir demandé à Anne, je lui ai dit, mais Anne, mais alors, comment ça va? Elle était dans l'inconscience plus totale, elle me dit, ça va, mais dis-leur d'arrêter de penser à tout plein de choses lorsqu'ils viennent me faire la toilette. Et je leur dis, mais pourquoi? Elle me dit, mais parce que ils m'envahissent. Et du coup, je me suis dit, mais putain, mais c'est vrai que dans les traditions, quelle que soit la spiritualité, on demande aux gens d'être quand même un peu préparés pour aller voir quelqu'un qui était en phase de décollage. Et donc j'ai dit juste à l'équipe, vous savez, je pense, alors je leur ai dit comme ça, j'ai dit, je pense que Anne, elle nous demande de fermer nos gueules. Alors les médecins m'ont dit, mais ça va? Tu veux un peu de Prozac ou de Xanax? J'ai dit non, ça va aller. Mais il faut qu'on arrête. Et quand il y a quelqu'un qui est malade, lui parler sans arrêt, c'est lui bouffer son énergie. Il faut arrêter. Quand il y a quelqu'un qui est malade, lui expliquer la vie, ça sert à rien, si ce n'est le fatiguer et lui bouffer son énergie. Être là, c'est des fois être en absence. Et c'est parce qu'on est en absence que l'autre peut dire. Ça va lui faire peut-être du bien. Et s'il n'a pas envie de parler, il a le droit. Ça, c'est plus pour les dames. Le nombre de dames qui m'amènent leur mec, j'en peux plus, moi. Parce que les dames sont très ouvertes à la psychologie, les messieurs, beaucoup moins. Et donc, très souvent, j'ai des dames qui me disent, bon, il veut pas venir. Ils ont dû lui casser les pieds, mais grave, mais il a accepté un rendez-vous avec vous. Mais bien sûr que quand le monsieur, il vient, il est gentil avec moi, il est poli, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Il n'a pas envie d'être là, ça le gonfle. Il n'a pas envie de dire ses états d'âme, c'est pas son truc. Et comme je suis un paysan, je vais dire, ah, c'est bon, on va faire une partie de cartes, on va faire autre chose. Et là, on peut rigoler. Et c'est parce que je rigole avec eux, parce qu'on peut parler de tout et de rien, même de l'OM, qu'il y a des choses qui peuvent advenir. Et vous voyez, on est dans une société où tout doit être normalisé. Parler, c'est une fonction, c'est pas une obligation. C'est juste une fonction. Et quand il y a quelqu'un qui est malade, si vous lui voulez du bien, vraiment, aimez-le en silence. Il n'y a rien de plus qui m'énerve. J'étais malade il n'y a pas longtemps que quelqu'un qui vient, quel que soit ce quelqu'un, et qui me dise, t'as besoin de quelque chose? J'ai besoin d'amour. Et de suite, on me fait des bisous. J'ai dit, j'ai besoin d'amour, je n'ai pas besoin de bisous, bordel. Vous voyez la différence? J'ai besoin d'amour. Et de suite, c'est un acte. De suite, c'est un comportement. De suite, non. L'amour, c'est la seule chose qui est une unité de l'espace-temps. C'est ce que disait euh, Christiane Singer. Lisez son livre Fragment d'un émoi. Fragment d'un long voyage, pardon. C'est un petit livre où elle est en train de nous écrire, elle est en train de mourir. Elle nous dit, putain, j'ai découvert un truc de fou, les mecs. Je vous jure qu'elle vous le dit comme ça. Enfin, avec mes mots à moi, ça donne ça. Il n'y a que l'amour. Et l'amour, c'est pas un sentiment, c'est une dimension de l'espace-temps. Mais quand vous découvrez ça dans votre vie, vous pouvez plus vous la fermer, c'est plus possible. Vous pouvez qu'être ébahi, vous pouvez que... Voilà, je vois bien les morts, je vois bien la douleur, je vois bien tout ce qui se passe dans notre monde. Mais en fond de moi, tous ces gens en 30 ans ont logé le fait que l'amour, c'est un espace-temps. Et que quand je suis pas bien, je suis pas dans cet espace-temps-là. Je dois m'y retrouver. Je dois me débrouiller. Et une des façons de se retrouver dans un espace-temps qui me convient, c'est des rites. Alors, ça fait un peu vieux jeu de parler de rites,
Mais franchement, on ne peut pas vivre sans. Et d'ailleurs, les rites modernes, vous les voyez bien, c'est les rites qu'ont repris les marchands. Noël, fait des cadeaux. Pâques, c'est des œufs, des poules et des lapins. Alors les œufs, les poules, les lapins, on ne sait même pas pourquoi, mais c'est pas grave. Et puis le jour de l'an, oh, vas-y. Mais le jour de l'an tel qu'on le fête là, je crois que la première fois qu'on l'a fêté, c'était en 600 et les brouettes. Faut qu'on arrête de penser que Jésus est né en l'an zéro. Non seulement Denis le Petit s'est trompé, mais en plus derrière, ils sont encore gourés. C'est des symboles. C'est ce qui nous permet de tenir. Mais pareil pour la Kaaba, pareil pour toutes les spiritualités. Et ce qui est important, c'est nos rites. Moi, je suis comme un clébard. Je ressemble à mes chihuahuas. J'ai des rites. Et je vois bien mon chihuahua, je déplace quelque chose dans les maisons, il n'est pas content. Oh! Parce qu'il ne se retrouve plus. Et je vois bien que lorsque la source déplace quelque chose à l'intérieur de moi, je ne m'y retrouve plus. Lorsqu'elle déplace quelque chose à l'extérieur aussi. Et donc j'ai des rites. Et les rites, c'est quelque chose qui me tient. Je me lève, je rends grâce, je prends un café. Bon, il y en a qui prennent des choses un peu moins toxiques, moi je prends un café. Et puis, je prends le temps de la respiration. Bon, moi, je n'ai pas le choix. Et je ne respire pas, je suis mal. Et puis, quand il fait pas trop froid, là, il fait trop froid. J'avoue, j'ai loupé quelques séances de rameur. Il fait trop froid. Quand il fait pas trop froid, je suis à mon rameur et ça me fait du bien. Ah, il y a de l'ocytocine, de la dopamine dans mon cerveau. Je vais jamais faire le truc olympique, hein. Je fais mes 50 minutes, 1 heure de rameur, je suis content. J'ai l'impression d'être costaud, voilà. Puis quand c'est fini, je prends une douche. Et je prends pas une douche en me disant, ah, mais putain, putain, il y a un cours, ceci, cela. Bien sûr que ma tête va me dire ça. Mais je l'arrête de suite, je lui dis, ta gueule, c'est pas le moment. Je prends une douche et je- je- c'est de l'eau qui tombe, c'est merveilleux. De l'eau, en plus de l'eau chaude. Je vous rappelle qu'il y a 600 ans, on était déjà là. C'était pas de l'eau chaude, hein. On avait froid aux miquettes. Donc là, c'est de l'eau chaude, c'est pas mal quand même. Et une fois que c'est terminé, les ablutions, je peux m'habiller. Mais là aussi, c'est un rituel. Bon, c'est un rituel que j'aime pas trop, donc j'ai toujours les mêmes habits. Mon armoire, comme ça, je ne me trompe pas. Mais dernièrement, je me suis acheté une veste en jean, j'étais heureux. J'étais heureux. C'est pas simplement je me suis acheté une veste en jean pour qu'on dise que je suis beau. C'était juste, j'étais heureux. C'est une veste comme j'avais vu quand j'étais adolescent. Et je voulais une veste comme ça. Et j'ai eu les sous, elle coûtait 100 euros, 110 euros. J'ai eu les sous pour me l'acheter. J'ai dit oui. J'ai dit, voilà, j'étais heureux. Et c'est ça qu'il faut qu'on réenclenche à l'intérieur de nous. Il faut qu'on réenclenche ces petits bonheurs. Réenclenche. Quand j'allume ma télé, c'est ni mal ni bien. Mais est-ce que je suis heureux de l'allumer? Ou est-ce que je l'allume parce que j'ai peur de la solitude? Est-ce que je l'allume, comme m'a dit un monsieur il n'y a pas longtemps, moi j'allume la télé parce que, oh, le silence. Non, tu l'allumes parce que tu as envie. Et t'écoutes ce que tu as envie. Et il n'y a personne qui peut te juger. C'est très agréable d'écouter des divertissements. Si et seulement si tu fais pas de ta vie un divertissement, etc., etc. Et quand on vit comme ça va. On peut écouter les autres. Parce que pour écouter les autres, il faut qu'à l'intérieur, ça soit calme, là. Et c'est le seul travail que je fais depuis 30 ans. J'ai jamais travaillé de ma vie, moi. Le seul travail que je fais, c'est qu'à l'intérieur, ça doit être calme. Quand c'est tempétueux, quand il y a là, je le vois, hein, je me confronte à ça. Des fois, avant d'aller voir un patient au lit du malade, j'attends 1 heure dans mon bureau. Les médecins, ils disent, t'as quelle glandouille alors, ce psychologue. Mais je glandouille pas, je prépare. Eux, ces Fennecs, ils y vont d'entrée.
Et après, ils disent, j'arrive pas à entrer en contact avec tel patient. Ben oui, mais tu es déjà pas en contact avec toi, mon grand. Comment tu veux que ça marche? Et quand on est tranquille comme ça, il y a des choses qui se passent. Et ces choses qui se passent, c'est notre façon de voir le monde, à nous. Elle sera peut-être différente de la mienne, de celle des autres, de qu'importe. L'important, c'est lorsqu'on vit en respiration, même quand on ne parle pas la même langue, on se comprend. Et ça, c'est magique. Je ne crois pas à un monde iPhonique ou smartphonique ou je ne sais pas quoi, robotique ou ce que vous voulez. Bien sûr que ça va arriver. Ben oui. Et bien sûr qu'il y aura l'intelligence artificielle. Ben oui. Mais je ne vais pas perdre mon temps dans ma tête pour savoir si c'est bien ou mal. C'est ni bien ni mal. C'est comme un billet de 50 balles. C'est ni bien ni mal, c'est un billet de 50 balles. Par contre, je vais faire la paix à l'intérieur de moi. Parce que si je suis en paix à l'intérieur de moi, je ne vais pas m'en servir comme une machine de guerre. Si je suis en paix à l'intérieur de moi, j'utiliserai jamais un drone pour attaquer mon frère. Si je suis en paix à l'intérieur de moi, j'utiliserai les objets pour autre chose et je rendrai grâce aux objets. Est-ce que vous êtes aperçu que tout tourne autour de vous? Tout. Notre individualité est faite que tout tourne autour de nous. On a toujours l'impression d'être au devant de la scène. On a toujours l'impression d'être l'élément le plus important de l'histoire. Mais alors quoi? Les autres, c'est un décor? Alors, moi, je me pose toujours la même question. Je me dis, ah, quand j'ai fini de rêver, les mecs avec qui j'étais dans le rêve, ils se posent pas la question que je suis disparu. Je suis plus là, hein. Et ça met un bémol sur notre activité neuronale absolument intransigeante. Et puis, pour finir, je vois que c'est écrit sur ma feuille, donc je dis la bêtise des patients. Parce que tous les patients ne sont pas bons. Ça, c'est un truc que je veux vous dire. Et il y a des patients qui sont absolument terrifiants. On a eu, j'ai tout vu comme patient. J'ai eu, il y a des cons. C'est-à-dire, avant d'être malades, ils sont cons. Et pendant la maladie, ils sont toujours cons. C'est pas grave. Mon job à moi, c'est de me dire, OK, c'est pas un souci. Je suis à son service. Je suis payé pour être son serviteur. Je suis pas là pour lui raconter la life et faire en sorte qu'il devienne autre chose. Il est ce qu'il est. Voilà. Et quand on part comme ça devient magique. C'est-à-dire que je peux même écouter des gens qui vont me dire des horreurs. C'est pas grave. Parce que c'est à eux qui se disent des horreurs avant de me les dire à moi. Et peut-être qu'on peut juste terminer là-dessus. Prêtez toujours attention à ce que vous vous dites, à vous. Vous verrez dans ce livre, si toutefois vous l'ouvrez, ou si on vous le prête, c'est une activité que je fais sans arrêt. Je fais attention à ce qui se passe à l'intérieur. Bien sûr que je fais attention à ce qui se passe à l'extérieur de moi, pas toujours. Des fois, il me fatigue, donc je suis plus là. Comme les repas de famille, des fois, je fais autre chose dans ma tête. Mais à l'intérieur, je fais toujours attention. Parce que si je fais pas attention à ce qui se passe dans ma tête, si je fais pas attention à, à l'écho que l'autre m'envoie à l'intérieur de moi, je vais être à côté de la chose. Et je vais être à côté. Et quand je suis à côté, je dis des bêtises. Ce qui n'est pas très grave, mais c'est gênant. Pour moi, en tout cas, c'est gênant. Donc je voulais vraiment rendre compte dans ce petit livre qu'on vit de vie en vie. C'est-à-dire que ce livre passe de vie en vie, mais de vie et de vivant, hein. Je ne suis pas en train de vous raconter ma vie au temps de Cléopâtre.
D'abord, j'en sais rien. Puis d'abord, c'est pas important tout ça. Mais à la fois de vie en vie, c'est-à-dire que tous ces gens qui m'ont autorisé à parler d'eux, tous ces gens-là sont une partie de moi. Tous. Et moi, ça n'existe pas. Et tous les soirs, je dis à Eric Dudoit, tu sais, tu n'existes pas. Et tous les mêmes moments, tous les matins, en une nanoseconde, il revient. Ça vous le fait, vous aussi? Dès que je me réveille, il est là. Je dis, putain, et tu dormais pas, toi? Non, il est là. Il est un peu comme dans le sud, on dit à l'agachon. Et il attend comme ça. Et je peux rien penser sans qu'il regarde et qu'il juge. Et c'est lui, mon terrible ennemi que j'aime. C'est lui. Mon meilleur ennemi, c'est moi. Et c'est grâce à lui, en contact avec les autres, que je peux grandir. C'est parce que les autres me disent non, que ça va mieux. Vous voyez, tout ça, c'est tout ce que m'ont appris ces personnes que j'ai rencontrées et qui sont parties de l'autre côté de la vie, ou plus exactement, qui sont enfin dans la demeure de la vie. Quand je vais mourir, j'espère qu'il y aura quelqu'un à qui je pourrai raconter deux, trois conneries. Je ne fais pas partie des gens qui veulent mourir comme un sage éloigné de tout. Moi, j'aimerais bien mourir et en sortir deux, trois, histoire de rigoler. Parce que le rire, c'est pas le propre de l'homme, comme on le disait dans Le nom de la rose. Non, les animaux rient. Mais par contre, le rire, c'est le plus beau médicament du monde. Riez. Riez de vous-même, riez des autres. Sans moquerie, juste rire. C'est si bon de rire. Je vous remercie infiniment de votre patience, de votre écoute, de votre amour. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, Eric. Merci pour cette belle conférence qu'on a enregistrée et qu'on pourra repartager, bien sûr. Et puis, encore un merci pour partager tout ce que tu partages et qui éveille plein de questions, mais qui mettent des fois un peu de temps à s'exprimer. Et surtout, je vous invite à lire ce livre pour être un peu enseigné comme toi par toutes ces personnes. Tu as une formule, je dirais peut-être juste ça pour conclure. Tu as cette formule magnifique, leurs mains dans la mienne et nos âmes enlacées. Et j'ai trouvé ça très très beau et très très juste pour décrire la relation que tu nous partages dans ce livre. C'est un mot qu'on n'utilise plus trop, le mot âme. Et c'est un mot que j'aime utiliser. Parce que je sais que je suis psychologue, ce qui veut dire étude de la psyché, donc étude de l'âme. Mais le mot âme est tellement beau parce que c'est ce qui m'anime. Et que j'aime me rendre compte que quand je suis avec les gens qui sont en partance, c'est nos âmes qui se parlent beaucoup plus que notre moi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de rencontrer ce moment-là. On n'a pas besoin d'une formation académique de folie. On a juste besoin d'être soi. Ce que je trouve très interpellant par rapport à notre société, c'est que on est quand même formaté dans une société où il faut faire des choses qui profitent. Enfin, quand on fait des choses, c'est pour avoir un retour. D'ailleurs, on dit toujours même de profiter de ses enfants, profiter de ses proches, de ses parents quand on a la chance de les avoir encore, comme s'il fallait euh, presque les user, profiter, vraiment avec cette idée de profit, de retirer un bénéfice pour soi de tout ce qu'on fait.
Mm. Or, les personnes que tu accompagnes qui sont en fin de vie, même si tu as cette belle formule qui dit dans fin de vie, il y a surtout vie, notre société, elle regarde ça comme fin plus que vie, puisque ce sont des personnes qui vont partir, quel que soit leur âge, puisque tu as aussi des jeunes, très jeunes, comme Léa et d'autres dans ton service. La société a tendance à dire pourquoi investir, pourquoi consacrer du temps, puisque ces personnes, elles ont fini et qu'elles vont partir. Pourquoi aider un jeune à passer le bac alors qu'on sait qu'il va peut-être décéder quelques mois après? Ça veut dire quoi? Pourquoi mettre en place tout un tas de moyens pour lui permettre de suivre une scolarité alors qu'on sait qu'il n'ira pas plus loin que le bac? Or, toi, moi, depuis que je te connais, il n'y a pas eu une seule fois où je t'ai eu au téléphone, où tu m'as pas raccroché ou mis sur pause ou rappelé après parce que tu étais appelé par l'hôpital. Et tu me disais, ah, l'hôpital m'appelle. Donc, quand tu quittes l'hôpital, l'hôpital t'appelle pour tes patients. Et je sais que même parfois, quand tu es en vacances ou que tu as, comme tu as pu avoir pendant les fêtes, la grippe, je te dis, bah, tu t'es reposé au moins. Tu me dis, bah non, là, je travaille. Je dis, comment ça, tu n'es pas arrêté? Ben non, parce que j'ai mes patients et il y a quelque chose de l'attachement. Souvent, tu me parles de ça. Tu me dis, bah non, je dois y aller parce que... Et on a envie de... Si on raisonne occidentalement parlant, dire, mais de toute façon, il va mourir. Donc, oui, que tu sois là, c'est bien ou pas. Or, tu nous prouves que ce temps-là, il compte peut-être infiniment plus que tout le temps dont on a l'habitude de penser qu'il sert à quelque chose. Parce que là, on fait les choses pour des gens qui vont nous le rendre ou parce que ça vaut la peine de faire les choses parce qu'il y a un retour sur investissement. Or, toi, ce que tu fais, qui est à contre-courant, j'ai envie de dire, est-ce que tu le fais parce que les derniers moments de vie de ces patients te paraissent importants et un peu comme on aurait tendance à penser, vu que c'est, non, on le fait beaucoup pour les enfants. Comme il est condamné, on va lui faire donner le coup d'envoi d'un match de l'OM. À l'OM, si l'enfant était condamné, ils acceptaient. S'il était malade, mais sans être condamné, il ne faut pas exagérer quand même, pas faire donner le coup d'envoi à tous les enfants malades. Tu vois, il y avait ce côté, ah oui, mais là, tu comprends, il est Ouais. condamné, donc on fait un peu plus. Mais toi, on a l'impression que tu fais plus si c'est sur investissement. Est-ce que c'est parce que la qualité de ce que tu donnes déploie un sens, une dimension qui prend un tout autre sens, ou est-ce que c'est pour ce qu'il y a après? Est-ce que c'est finalement cette fin de vie, elle prépare à autre chose qui a infiniment encore plus d'importance que ce qu'on vit ici? Ça, c'est la question que j'ai envie de te poser. Comme la naissance détermine des petites choses, la mort détermine des petites choses. C'est Dieu, tu m'aimes accablé toutes les personnes qui m'ont permis d'être à leur chevet. À des moments, de l'autre côté, il fallait attendre un peu, donc il fallait que je sois là. Si tu veux, c'est- je ne sais pas comment le dire. Je sais, alors mon épouse, des fois, elle n'est pas très contente, mais je sais que je dois y aller. C'est comme ça. Je sais, il faut que j'y aille. Et il y a des moments, ils n'ont pas besoin. Alors, ils n'ont pas besoin d'Éric Dudoit. C'est ça qui est important aussi. C'est que le pauvre gars, lui, il est juste l'instrument de la vie. C'est-à-dire que tous ces moments où j'ai travaillé au sens non pas de laborisme, mais au sens de conversion, d'une vraie transformation, c'est de devenir un serviteur de la vie. Et c'est la vie, c'est la source, et je suis le serviteur. Et il n'y a pas de retour sur investissement parce que je suis déjà payé.
être au service de la vie. Ouais. Parce qu'en fait, c'est juste une blague pour Monsieur Bayrou et tout le reste. C'est que ministre, ça veut dire être au service d'eux. Et je pense qu'ils l'ont oublié. Mais on est au service d'eux. Ce qui ne veut pas dire un esclave. Je ne suis pas un esclave, je ne suis pas un serviteur, au sens vulgaire du terme. Je suis au service. Et je travaille à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Je travaille à l'assistance publique. C'est-à-dire que toute personne qui rentre à l'assistance publique, je dois la servir. C'est ma tâche. J'ai dit oui à ça. Et ma récompense, c'est juste, ben, comme ce soir, quand il y a la famille qui vient et qui disent des choses belles sur un post-it en disant merci, enfin, etc., etc. Ma récompense, c'est souvent de l'autre côté que je la trouve, avec Léa, avec tant d'autres. Parce que la vie, elle s'arrête jamais. Ayez, non pas croire en ça, mais foi, c'est-à-dire, c'est une connaissance où vous ne craignez rien. Personne craint quelque chose. C'est parce qu'on vous fait croire qu'on peut craindre qu'on va devenir des esclaves d'eux. On craint rien. On peut avoir peur. Moi, j'ai peur des fois, même si je vous dis ça. Mais on craint rien fondamentalement. Je sais pas si j'ai répondu. Oui. Oui. Merci beaucoup, Eric. J'en ai un Et peu à vous. débordé, mais merci d'avoir pris ce temps. Merci à toi, merci au Point Rose, merci à vous tous. Je Et, passe ma vie à dire merci, mais c'est parce que vous me donnez tant. et on espère qu'on pourra organiser avec toi peut-être une séance dédicace avec ton livre. Et puis j'espère que d'ici là, vous l'aurez lu et on pourra en mettre à disposition des parents de l'association qui auront peut-être des remarques à te poser après l'avoir lu et on pourra faire ça en présence ou à distance comme ce soir. Merci beaucoup, je suis Mm. d'accord. Merci Harry, Eric, merci à tous, une bonne soirée et à bientôt. Très vite, merci.